Comme la diapo l'indique, le temps des questions, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des interrogations pour nos architectes. Simple curiosité, les chambres en toile, c'est phonique? La chambre en toile, c'est phonique, c'est ça? Ça Non, peut. mais en fait, comment vous pensez résoudre le problème du son, quoi, en fait? Vous pensez à des ébats ou des choses comme ça? Non, pas ça particulièrement, mais quand on travaille, etc., on a besoin aussi d'être concentré, de ne pas être dérangé par les autres à côté, par exemple. Pour travailler, vous dites? Oui. Alors le travail, en fait, il se passe en bas. Ah oui, c'est vrai. Oui. Les espaces de nuit, c'est que là-haut, on travaille pas en fait là-haut. Enfin, je suis curieuse moi, de savoir, l'étoile c'est phonique. Enfin, c'est comme dans une toile de temps, toile Trigano, moi ça me fait penser. Bah, après, c'est phonique, oui et non. Enfin, ça dépend. Je vais avoir une réponse de Normand. Ça dépend ça dépend de la toile. Si elle est épaisse, ce qu'il y a derrière, voilà. Après, il faut qu'il y ait un piège à son pour que ce soit phonique, quoi. Donc après, il y a une ambiance feutrée. Après, c'est pas spécialement phonique non plus. Et l'entretien, même pour les deux, je me posais l'entretien des toiles. Comment ça s'entretient ça? Bah, ça se dépoussière en fait. Et puis après, en l'occurrence, la mienne, elle était démontable, la vôtre aussi, j'imagine. Donc après, on peut la nettoyer. Après, depuis 2006, elle n'a jamais été nettoyée la toile. Ils l'ont juste dépoussiérée et les quelques taches qu'il y avait, voilà, partaient avec des produits adéquats, quoi. Mais il y a pas de, c'est pas spécialement salissant en fait. Voilà. Après, évidemment, tout dépend aussi des usages, enfin de la manière dont vous, comment dire, vous pratiquez votre espace, quoi. Il y a des gens qui sont soigneux, il y en a d'autres qui le sont moins. Ça, c'est comme l'entretien d'un bâtiment. On nous dit toujours, il faut faire des matériaux pérennes, il faut que le bâtiment s'entretienne tout seul, mais voilà, si vous l'entretenez, il va rester de bonne qualité pendant un certain nombre d'années. Si vous faites rien, il va se dégrader assez vite. Voilà. Y compris des matériaux robustes comme, je sais pas, de l'aluminium, le laqué ou choses comme ça. Voilà, c'est pareil. Au bout d'un moment, en fait, ça s'entretient un bâtiment, ni plus ni moins, quoi. Non, mais c'est vrai que la question d'absorber les échos arrange grandement la propagation du son, enfin la diminue en fait. Donc évidemment qu'on imagine derrière un rideau, on n'est pas à l'abri du son. Pour autant, sa propagation peut être largement diminuée et l'ambiance sonore est bien plus, peut rester confortable. Et je pensais, oui, évidemment, les structures sont démontables et ça peut paraître impressionnant de mettre une toile de cette envergure dans une machine, mais quand on repeint une pièce, ça fait aussi partie de travaux conséquents. Donc finalement, laver un grand drap ou repeindre une pièce, ça reste un événement assez rare. On a une question juste avant ici et après. Excusez-moi. Oui, déjà je voulais vous dire merci pour les présentations qui étaient très très inspirantes, les réalisations et les intentions qu'il y a derrière. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce type d'intervention sur les questions architecturales contemporaines qui m'intéresse beaucoup. Et une question que je voulais vous poser à tous les quatre, c'est par rapport à l'évolutivité, ça se dit, des usages. Donc, j'ai l'impression que vous avez ça en commun, de penser cette évolutivité dans le temps. Et j'avais envie de vous demander si ça vous est arrivé dans votre expérience professionnelle que des clients fassent appel à vous sur un même lieu, sur un même site, pour faire évoluer, pour le coup, parce que vous avez pu penser des choses, mais c'est pas non plus forcément une évolutivité absolue, en tout cas, j'imagine pas toujours, pour réintervenir sur un site de projet. Et de quelle façon vous l'avez fait? Ça m'intéressait d'avoir vos retours là-dessus. Sur l'évolutivité en ce qui concerne l'écluse, là, je peux parler de ça. On a conçu ça d'abord en plateau vierge, en se disant que ça pourrait, en l'occurrence, les bureaux pourraient redevenir des appartements ou des cabinets médicaux ou des ateliers d'artistes ou que sais-je. Donc tous les plafonds sont bruts, voilà, on n'a pas mis de cloison à part pour évidemment aller aux toilettes. Mais ça va permettre dans un futur proche ou pas, suivant les scénarios de vie, sachant que évidemment quand on vit, qu'on travaille avec son mari et ses enfants, si on divorce, bon bah forcément on n'a plus rien. Donc ça peut être aussi intelligent d'y penser un peu avant. C'est pas le sujet pour l'instant, enfin je crois pas. Mais c'est hyper important d'y penser. Et de manière générale dans notre pratique et dans notre méthodologie chez Bertin Bichet, on essaye d'amener les clients un certain recul sur leur programme parce qu'ils nous demandent beaucoup de choses sur un état des lieux relativement court de leur vie.
Et par expérience, on sait très bien que voilà, vivre en famille quand les enfants ont entre 0 et 5, vivre en famille quand les enfants ont entre 10 et 15, et vivre en couple avec 5 chambres vides, c'est pas du tout la même chose, et qu'à un moment donné, il faut que la place que les enfants laissent en partant puisse devenir une place pour des passions diverses et variées, une place pour une chambre d'hôte, une place pour une salle de yoga ou d'autres conversions personnelles ou professionnelles. Et donc laisser une grande flexibilité en fait aux usages en règle générale, éviter de figer les choses. Voilà. Non, bah, nous, ça nous arrive surtout sur la question des espaces publics, comme on travaille souvent dans des démarches transitoires, donc c'est des espaces qui vont évoluer au fur et à mesure des projets urbains. Et du coup, tout ce côté aussi démontable et transformable, après, on essaye de le penser aussi dans l'architecture, quoi. Mais plutôt au niveau des espaces publics pour nous. Dans de différentes manières, soit faire une extension du projet, soit là en l'occurrence sur la métaniche, régler le bureau, la hauteur ne convenait pas, mais heureusement les assemblages tubulaires permettent de régler ça. Et voilà, oui. Donc oui, évidemment, des fois. Alors moi, entre deux là, comment dire, je suis intervenu dessus quelques années après, mais pour customiser en fait, rajouter quelques accessoires type étagère, choses comme ça. Enfin, c'était un peu à la marge. Après, ce lieu est à vendre aujourd'hui. Et effectivement, les clients m'ont appelé pas plus tard qu'il y a à peu près un mois à peu près. Et en fait, ça leur arrache le cœur en fait, parce qu'effectivement, on pense pas forcément à la réversibilité au départ. Enfin, moi, en tout cas, je suis plutôt attaché à faire un espèce de costume sur mesure à chacun de mes clients. Donc, c'est vraiment pour eux, quoi. Et se pose parfois effectivement la question du fait que, à un moment donné, si ce projet, enfin, s'il y a un changement de vie et que l'habitat est amené à être habité par quelqu'un d'autre, effectivement, il faut pouvoir peut-être rentrer dans ce costume-là ou effectivement passer à un autre aménagement. Voilà. Donc là, je sais qu'ils cherchent des gens qui essaient de rentrer dans cette. Alors, c'est pas facile parce que déjà, vous avez bien vu que le programme il est complètement atypique. Donc après, est-ce que ça peut devenir un espace de coworking? Est-ce que ça peut. Voilà, on sait pas trop. Après, c'est vrai qu'à un moment donné. Tout à l'heure, vous posiez la question de l'attente et la cohabitation avec les enfants, les jeunes enfants, etc. Donc on s'était posé à un moment donné la question en disant si les enfants grandissent, est-ce qu'on l'attente, on la démonte pas et on part sur un autre usage. Et en fait, vous voyez, toutes ces années sont passées et ils n'ont pas décidé de. Mais ça a été un scénario de départ en disant voilà une œuvre éphémère quelque part et on sait qu'on peut démonter ça comme au camping assez rapidement et qu'on pourra imaginer peut-être un autre dispositif spatial en fait. Voilà, en fonction voilà, un des enfants qui part faire des études ailleurs, etc., etc. Bon, ça c'est, ils ont tenu jusqu'au bout ce principe-là. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas. Tout à l'heure, je vous ai fait voir aussi l'espèce d'autobus là, le loft, le penthouse là sur Loire. Bon, c'est pareil, c'est des choses qui sont tellement spécifiques, adaptées à mes clients, que derrière, il faut partir sur le principe de rien toucher, un peu comme une œuvre, ou alors effectivement c'est patatras et on recommence quoi. Voilà. Après, j'ai eu certains clients, oui, qui sont revenus me voir pour d'autres projets, pas dans le même lieu, mais pour faire d'autres projets ailleurs. Ça, j'en ai fait plusieurs. Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais plusieurs questions, mais en fait, non, j'en avais une, mais qui a été remplacée, donc j'en ai plein d'autres et je crois que je les ai tous un peu oubliées. Non, il y avait la question de, effectivement, pour le quid de après, quand c'est hyper fait sur mesure. Je me demandais ce qu'était donc devenu, mais là, tu as répondu à la question. Voilà. Non, mais il y avait cette question-là de méthodologie, un peu de comment, bah, toi, plus précisément, parce que tu travailles aussi avec d'autres personnes, des gens que tu ne connais pas forcément, parce que là, vous, c'était tes parents, et puis toi, c'est toi. Et donc, c'était quelle méthodologie de projet tu proposes pour un peu enfin, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Quel protocole? Enfin, je sais pas comment formuler ça, mais ça a l'air d'être clair vu que tu hoches la tête. Et donc voilà, bah, réponds. Alors, mon protocole, il est pas si différent, j'imagine, de la pratique de mes consoeurs et confrères. Donc effectivement, je travaille quand même beaucoup pour des particuliers, mais pas que. Je fais aussi voilà, pour des programmes publics, la Céno, le machin. Enfin bon, c'est une activité très diversifiée. Après,
je reçois évidemment une commande qui est somme toute assez banale souvent, notamment pour la question du logement. Donc je sais qu'il y aura un salon, une salle, des WC, un garage, des choses comme ça, quoi. Ça m'intéresse pas en fait trop. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu en préambule. On peut pas trop développer parce que ça va très vite, quoi, comme format. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question des usages et du plaisir, quoi. Moi, je travaille essentiellement là-dessus, sur la question de la sensation. Donc, effectivement, je fais rédiger à mes maîtres d'ouvrage des petits cahiers des charges, en fait, comme un petit carnet intime. Voilà. Donc, on se rencontre au départ 2-3 fois, on discute. J'essaie de comprendre, d'aller chercher ce qui n'est pas dit, en règle générale. Donc, il y a une espèce, on peut appeler ça peut-être un travail psychologique, même si je suis pas psychologue, mais c'est plutôt pour moi, c'est aussi ce que j'enseigne à l'école, c'est la question de l'intuition. Donc, je travaille beaucoup. Pour moi, l'élément fondateur, c'est l'intuition, en fait. Voilà. Donc, j'essaie de percevoir dans un discours, dans un profil familial, dans des pratiques, des choses comme ça, des choses qui sont un peu indicibles, qui sont un peu imperceptibles, qui sont un peu enfouies, qui sont pas énoncées. Et c'est dans ce non-énoncé que moi, je vais énoncer une proposition. Donc après, une fois ces rencontres faites, ce dialogue un petit peu installé et cette confiance aussi, parce qu'il faut une grande relation de confiance, je m'isole, c'est-à-dire que les clients n'ont pas de nouvelles de moi pendant, je les préviens, hein, pendant un mois et demi, où là, moi, en fait, j'élabore tout un tas de scénarios, on peut dire ça un peu, parce que c'est vrai que j'aime bien élaborer mes projets un peu d'une manière cinématographique, c'est un peu plan par plan, en fait. Donc j'imagine plein de petits scénarios de ce que j'ai compris et de ce que je projette, parce qu'effectivement, faire appel à un architecte, c'est aller au-delà de la commande du client. Donc c'est là où on est le plus, nous, où on amène notre plus-value, ce qu'on nous a enseigné et puis ce qu'on est aussi, ce qu'on souhaite proposer aussi en tant qu'architecte. Alors après, moi souvent, je peux être taxé d'artiste, d'architecte, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est le monde du projet en règle générale. Si on me pose une question et que je considère qu'à un moment donné, je peux avoir un point de vue, eh ben, je le donne. Voilà. Donc après, ça prend des formes de design, de scénographie, d'installation dans des centres d'art contemporain, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, quand j'ai éprouvé plusieurs scénarios, quand il y en a un généralement qui ressort, parce que les autres, en fait, je les ai testés par tout un tas de fabrications. Donc, ça peut être de l'imagerie, des maquettes, de la rêverie, des textes écrits, des choses comme ça. Et puis, je sens qu'à un moment donné, quand je sens qu'il y a quelques histoires qui n'ont pas de potentiel, qui m'ennuient aussi, ou voilà, qui suscitent pas non plus moi un certain désir, et ben en fait il s'élimine un peu tout seul. Et quand je sens que j'en tiens que je tiens un fil, une histoire, et ben à ce moment-là j'ai plus qu'à dérouler en fait le scénario. Et à ce moment-là, quand je sens que je suis prêt, je présente rarement une esquisse à mes clients. Je présente un projet qui est quasiment bouclé en fait. Voilà. Et en règle générale, à 95% du temps, on touche à rien en fait, parce que les clients ont senti que je me suis approprié quelque chose, que je suis allé. Alors ils sont souvent très très surpris quand je présente mon projet, mais aussi de l'aboutissement de l'histoire. Mais comme ils sentent que il y a une attention particulière pour eux, en règle générale, eux ils se l'approprient vite. Et ensuite, on a comme un troisième interlocuteur qui est le projet entre eux et moi, en fait. Voilà. Et après, c'est souvent les meilleurs défendeurs du projet, en fait. Il faut aller batailler pour aller aussi se défendre auprès des services d'instruction, des choses comme ça. Et ça pose la question un peu de l'évaluation d'usage aussi, qu'il y a après, en fait, après que tu aies livré ça. Donc, tu l'as un peu expliqué pour ton projet qui va être vendu là. Et pour les autres aussi, est-ce que parfois, tu y retournes en observant aussi, bah voilà, est-ce que ces intuitions que j'ai éprouvées, est-ce que effectivement elles sont avérées, elles fonctionnent, ou est-ce que ça, alors souvent j'ai la chance quand c'est des particuliers qui me prêtent qui me prêtent leur maison ou leur habitation en fait, après la livraison. Donc j'ai le droit à un petit week-end gratos ou un truc comme ça. Donc effectivement, je peux tester en fait ce que j'ai fabriqué. Alors après, on est tous pareils, on l'a habité aussi pendant plusieurs mois, puisqu'on a suivi le chantier. Enfin voilà, après, on a aussi, la même chose, au fur et à mesure, on a aussi les sensations et on a aussi la vérification justement de ce qu'on a installé en fait. Donc c'est il y a des fois où tu te dis bof. Non, mais non. tu as le droit, hein, parce que tout n'est pas forcément mais parfait. non, je dis pas bof. En fait, moi, ce que j'essaie, c'est d'aller au plus précis de mon idée, quoi. Et en général, quand je tiens le fil, je sais où je vais. Donc après aussi sur le chantier,
les petites surprises de chantier, j'essaie aussi de les transformer pour qu'elles aillent aussi dans le sens de l'histoire quand il y a un aléa, quoi. Voilà, d'essayer de transformer l'essai et de surmonter les petits aléas de chantier pour que ça serve aussi le projet. Donc c'est l'histoire, elle va vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est aussi l'intérêt de faire des missions complètes et voilà, de pouvoir aller défendre de l'esquisse jusqu'à la livraison et ensuite pouvoir effectivement essayer le temps d'un week-end ou que sais-je pour voir si ça fonctionne bien. Après, j'ai des retours d'expérience, mais ils sont parfois pas favorables tout de suite. Je me souviens que tout le premier projet que j'ai fait, qui était un tout petit loft que je vous ai pas fait voir, en bord de mer comme ça, qui était un espèce de plancher volant avec un tout petit habitacle pour dormir, une petite cabine de douche, etc. Je veux dire, quand le client il est arrivé, en fait, j'avais l'impression que j'avais tout fait pour lui expliquer, mais je me suis fait engueuler en fait. Et il m'a dit mais c'est pas possible, c'est pas ça qu'on avait convenu. Et je lui ai dit si, regardez les plans, les images, les maquettes, etc. Et donc on est parti un petit peu fâché. Et il m'a rappelé un mois après et il m'a dit ouais, je suis super bien je voulais t'appeler parce que je suis super bien dans mon appart. En fait, il y a le temps d'appropriation aussi parce que il y a un peu, il y a un peu une claque en fait au départ parce que c'est vrai que nous on a cette faculté à appréhender le réel. Mais c'est vrai que nos clients, en règle générale, la puissance du réel, parfois, est un peu violente. De voir, en fait, une dimension, une profondeur, des matériaux mis en œuvre, des choses comme ça. Bon, bah, on a beau raconter tout ce qu'on veut, présenter des prototypes, etc. La mise en place, elle peut être, à un moment donné, aussi difficile. Et donc, il faut aussi le temps que les choses s'apaisent, voilà, que les usages se mettent en place, que la vie se mette en place, etc. Et puis, il y a le temps de la découverte, en fait, qui est souvent, qui peut prendre un certain temps, en fait. Voilà. Donc ça m'est arrivé, effectivement, d'avoir des coups de fil. Voilà, un mois, peut-être un an aussi après, des gens qui me rappellent, on me dit ah, c'est super, machin, j'avais pas vu ça comme ça. Puis finalement, cette pièce, enfin pas cette pièce, je fais pas la pièce, mais cet endroit-là, on se l'est plutôt approprié comme ça. C'était bien de le laisser un petit peu sans usage, par exemple, etc., etc. Quoi. Donc, vous faites de l'archi et de l'archi d'intérieur. Parce que le mélange des deux, en fait, le mélange des deux mondes, le monde où on vit et le monde où on travaille, le tout mélangé fait qu'on vient décider plein de choses et on vient faire de l'architecture intérieure. Vous les proposez d'ailleurs à vos clients, de la table, des trucs qui se rabattent, qui se rangent, qui circulent, etc. On est sorti du domaine de l'architecture. Non mais, oui et non, dans la terminologie. Et puis on fait de l'architecture intérieure, et quand on fait de l'architecture intérieure, on fait des carnets de détails absolument dingues, on travaille beaucoup, on fait des maquettes, comment vous le comptez ça dans votre coût professionnel? Bah après, c'est une question de limite de prestation. Quand on peut aller le plus loin possible, on y va. Enfin, tout à l'heure, effectivement, je reparle de ce fameux penthouse là. Quand un client vous dit je veux que ça soit une mission, effectivement, enfin une mission complète. Une réalisation complète, moi j'ai dessiné des interrupteurs par exemple, quand on peut aller jusque là, après la limite architecte intérieur et d'extérieur ça n'existe pas en fait, il n'y a que des architectes. Voilà, nous on est architectes, on est diplômé d'architecture, on est inscrit à l'ordre des architectes. Et donc tout à l'heure tu parlais de la bibliothèque de Frank Lloyd Wright avec le dessin de mobilier, Alvar Aalto, enfin Jean Nouvel, et que sais-je, j'en ai une liste comme ça. Peter Zumthor, enfin on dessine tous aussi à un moment donné le mobilier quand on en a l'occasion. C'est aussi ce que je vous racontais tout à l'heure, quand on a une histoire, il faut aussi, parfois ça se décline aussi jusqu'à l'assise, le lit, la poignée de porte, etc. Parce qu'à un moment donné, on veut que ça fasse un tout. Et ce tout est constitué de plein d'éléments singuliers que sont tout ça. En fait, une porte, une cuisine, un robinet, je sais pas quoi. Comme a pu le faire voir tout à l'heure, le dessin d'un robinet. Voilà, ça fait partie d'un tout. En fait. Donc il y a pas, il y a un moment donné, on se dit pas tiens là il y a une frontière et je vais pas de l'autre côté. Ça m'appartient pas, c'est pas mon domaine, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est tenir bon le sujet. Voilà. Pour qu'à un moment donné, on ait une vérité, une petite vérité construite qui soit extrêmement fidèle au scénario de départ. Je pense que là, pour le coup, on est tous pareils. Merci beaucoup, merci à vous quatre. Merci d'être venus aussi.